Le gel est tombé un mardi soir, fin avril. Vous aviez vérifié la météo. Elle annonçait 4 degrés. C'est descendu à -2. Le mercredi matin, vous êtes allé au jardin et vous les avez vus. Les plants de tomates semés dedans 8 semaines plus tôt. Ceux que vous aviez endurcis avec tant de soin, ceux repiqués 4 jours avant parce que la terre était enfin à bonne température. Noirs, flétris, foutus. Tous, sans exception. Vous êtes restés là longtemps, plus longtemps que prévu. Puis vous êtes rentrés, vous avez servi un café, vous vous êtes assis à table et vous avez commencé à calculer quand replanter. Pas l'an prochain, cette semaine. Vous regardiez déjà ce qu'il restait à la pépinière, ce qu'on pouvait encore semer vu la saison qui restait, quel était le plan B. Le jeudi après-midi, de nouveaux plans étaient en terre. Vu de l'extérieur, on aurait appelé ça « tournez vite la page ». Mais vous savez que ce n'était pas ça. Vous avez senti la perte dans votre corps. Mais vous saviez aussi, sans que personne vous l'ait appris, que cette perte n'était pas la fin. C'était une étape. Et la suivante avait déjà commencé. Les gens qui jardinent vivent la perte autrement que ceux qui ne jardinent pas. Pas mieux au sens où ils ressentiraient moins, mieux au sens où ils peuvent l'absorber, rester avec et continuer sans se faire détruire. Et ça n'a rien à voir avec la personnalité, ça a tout à voir avec ce que le jardin apprend à votre système nerveux année après année. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi les gens qui jardinent encaissent mieux la perte que les autres. Et la science derrière, ça explique non seulement pourquoi vous replantez après un gel, mais aussi pourquoi les jardiniers portent une forme de résistance au deuil, que beaucoup mettent des années de thérapie à construire. Le premier mécanisme est le plus fondamental, et aucun livre de développement personnel ne peut le reproduire. Le jardin apprend à vivre la perte comme un cycle, pas comme une catastrophe. Dans le monde moderne, la plupart vivent la perte comme un événement unique. La relation s'est terminée, l'emploi a été perdu, la personne est morte. Chaque perte est vécue comme une rupture dans la trajectoire attendue. Quelque chose devait continuer, et ça s'est arrêté. Le cerveau traite ça comme une violation des attentes, et la réponse émotionnelle est proportionnelle à l'écart entre ce qu'on attendait et ce qui s'est passé. Les jardiniers vivent ça autrement parce que le jardin présente la perte comme une étape récurrente, prévisible, dans un cycle plus vaste. Des graines ne lèvent pas. Des jeunes plants meurent du choc du repiquage. Des ravageurs détruisent une culture. Le gel tue en avril. La sécheresse épuise en juillet. La chaleur fait flancher en août. La maladie gagne en septembre. Chaque saison contient plusieurs pertes. Et chaque perte est suivie de la même chose. La terre reste, les planches restent, les graines restent, et le cycle recommence. Après des années de répétition, le système nerveux du jardinier se recale. La perte n'est plus codée comme catastrophique. Elle est codée comme saisonnière. Quelque chose qui arrive, qui fait mal, qui passe, et qui précède un renouveau. Ce n'est pas une position philosophique, c'est une adaptation neurologique. Le cerveau apprend littéralement, à travers des centaines d'expériences directes, que perte et continuité coexistent. Et une fois cet apprentissage ancré, il se transfère. Le jardinier qui perd une récolte en août traverse la perte d'un emploi en octobre, avec la même trame neuronale de fond. Ça fait mal, c'est réel, et ce n'est pas la fin. Le deuxième mécanisme explique pourquoi les jardiniers se relèvent pas plus vite, et ils passent par les mains. Après une perte, la plupart entrent dans une période d'impuissance. Il n'y a rien à faire. La chose a disparu. L'emploi est perdu. La personne ne reviendra pas. Et dans cette impuissance, le cerveau entre dans un état que les psychologues appellent l'impuissance acquise. Une condition où le sentiment de ne pas pouvoir influer sur l'issue mène à la passivité, au retrait et à une dépression qui s'aggrave. Le jardin n'autorise pas l'impuissance acquise. Après que le gel a tué les tomates, il y a tout de suite quelque chose à faire. Enlever les plants morts, amender la terre, relancer des semis, repiquer de quoi remplacer. La perte crée une liste de tâches et cette liste active le circuit de récompense lié à l'effort, documenté par la docteure Kelly Lambert, à l'université de Richmond. Vos mains s'activent, votre corps produit des résultats visibles. Le cerveau reçoit de la dopamine et de la sérotonine en réponse à un effort aux effets concrets. Vous n'êtes pas impuissant, vous reconstruisez. Et le fait de reconstruire, physiquement, avec les mains, dans la même terre où la perte a eu lieu, est l'un des antidotes les plus puissants qui existent à la paralysie du deuil. Vous ne traitez pas la perte en y pensant, vous la traitez en la compostant, littéralement. Les plants morts vont au compost, ils se décomposent, ils deviennent terre. La terre nourrit la plantation suivante. Ce qui est mort devient la base de ce qui vivra après. Ce n'est pas une métaphore que vous avez choisie, c'est un processus que vous accomplissez. Et votre cerveau l'enregistre à un niveau plus profond que le langage. Le troisième mécanisme concerne l'attachement, et il éclaire quelque chose que les jardiniers comprennent d'instinct sans souvent le formuler.
Les jardiniers se lient à des êtres vivants dont ils savent qu'ils vont mourir. Tout annuel est par nature temporaire. Vous la plantez en sachant qu'elle ne passera pas l'hiver. Vous en prenez soin en sachant que sa vie se compte en mois, pas en années. Et vous le faites volontairement, encore et encore, en sachant pleinement que la fin est déjà inscrite dans le début. C'est radicalement différent de la façon dont la plupart des gens créent leurs attachements. La plupart des liens humains se forment avec une idée implicite de permanence. La relation va durer, l'amitié va tenir, la personne sera là. Quand cette idée se brise, le deuil est aggravé par la trahison de l'attente. Je n'étais pas censé perdre ça. Le lien du jardinier repose sur un autre pacte tacite. Je vais en prendre soin en sachant que ça finira. Et je choisis quand même d'en prendre soin. Ça ne veut pas dire que la perte fait moins mal. Ça veut dire qu'elle ne porte pas, en plus, le poids d'une attente trahie. La fin n'était pas une surprise, c'était une saison. Des recherches sur le deuil anticipé, menées dans plusieurs institutions dont l'université de Louisville, montrent que les personnes préparées à une perte, qui ont le temps d'en intégrer l'inévitabilité, se remettent plus vite et plus pleinement que celles qui subissent une perte soudaine. Chaque jardinier, chaque saison, pratique cette acceptation anticipée. Le gel viendra, les annuels mourront, les vivaces entreront en dormance. Et au printemps suivant, on recommence. C'est une répétition du deuil qu'aucun exercice thérapeutique n'égale, parce qu'elle se vit, elle ne s'imagine pas. Le quatrième mécanisme relie tout à la terre elle-même. Quand une plante meurt et que vous l'enlevez du massif, quand vous vous agenouillez pour arracher les racines, quand vous retournez la terre pour préparer la plantation suivante, vous êtes en contact direct avec un sol qui contient Mycobacterium vaccae. Le docteur Christopher Lowry, à l'Université du Colorado, a identifié cette bactérie du sol comme un puissant activateur des voies de la sérotonine dans le cerveau. La sérotonine régule non seulement l'humeur, mais aussi la résistance émotionnelle, la capacité à encaisser un choc sans être déstabilisé. Le timing est saisissant. Au moment précis où vous traversez une perte, quand vos mains sont dans la terre pour enlever ce qui est mort, votre cerveau reçoit aussi un apport direct de sérotonine grâce aux bactéries du sol. Le jardin ne vous apprend pas seulement la perte sur le plan philosophique, il vous soutient chimiquement pendant le deuil. Aucun thérapeute ne peut prescrire des bactéries du sol. Aucune pharmacie n'a de Mycobacterium vaccae en rayon. Le jardin vous l'apporte automatiquement, au moment exact où vous en avez le plus besoin, juste après ce qui n'a pas survécu. Alors voilà ce qui distingue vraiment les jardiniers face à la perte. Ce n'est pas que vous ressentez moins. Vous éprouvez le même chagrin que tout le monde. Le gel qui détruit 5 mois de travail, ça fait mal. La maladie qui emporte la plante cultivée à partir des graines de votre grand-mère, ça fait mal. La saison qui n'a rien donné malgré tous vos efforts, ça fait mal aussi, à sa façon discrète. Mais cette douleur vous traverse autrement. Elle arrive, vous la sentez, puis elle repart. Parce que votre système nerveux a appris, au fil des saisons, à coder la perte comme quelque chose de temporaire. Parce que vos mains ont tout de suite quelque chose à faire, ce qui empêche la paralysie de l'impuissance. Parce que votre façon de vous attacher inclut déjà une fin et supprime le choc des attentes trahies. Et parce que la terre elle-même, cette terre où vous vous agenouillez pour ôter les morts, libère une substance qui aide votre cerveau à traiter ce qui s'est passé. Vous n'avez pas lu un livre sur la résilience. Vous n'avez pas suivi un atelier. Vous l'avez composté. Saison après saison, année après année. Et sans savoir ce que vous faisiez, vous avez bâti le système de traitement du deuil le plus solide que la science ait identifié. Il est dans vos mains. Il est dans votre terre. Il est dans la plate-bande vide qui attend déjà la prochaine graine. Si c'est la première fois que vous êtes là et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne a été faite pour des gens comme nous. Et dites-moi en commentaire, quelle est la perte la plus dure que votre jardin vous a appris à porter ? Pas la plante en elle-même, mais ce qu'elle vous a appris sur le fait de lâcher prise et de recommencer. J'ai envie de vous lire.